Comment mène-t-on une grève ? Que doit-on attendre des directions syndicales ? Quel est le rapport que doivent avoir les animateurs autogestionnaires des luttes avec les grévistes ? Y a-t-il des secteurs locomotifs de la grève ? Que peuvent nous apprendre de tout cela les grèves de 1995 ? Vous écoutez un podcast d'Alternative Libertaire, le journal de l'Union communiste libertaire. Retour sur les grèves de 1995 par des camarades les ayant animées. Alors, 1995, on a une double attaque faite par le gouvernement, entre autres Juppé, qui était droit dans ses bottes. Vous écoutez Jean-Michel Dauvel. En 1995, il est agent de conduite à Sotteville-lès-Rouen. Il est secrétaire régional de l'Union professionnelle CFDT des cheminots de Normandie. Il est membre d'Alternative Libertaire. D'une part, il attaque sur la protection sociale, la remise en cause d'un certain nombre d'acquis, dont les annuités pour partir en retraite. Et son autre attaque va viser les cheminots à travers le contrat de plan et diminution des effectifs. Une erreur, quoi. Il n'a pas saucissonné son combat, il y a été frontalement. Y compris sur la question du contrat de plan, il y avait au niveau cheminot, pour la CFDT mais pas seulement, des batailles qui étaient déjà lancées sur cette question-là. Vous écoutez Christian Mailleux. En 1995, il travaille au guichet à la gare de Lyon. Il est secrétaire régional du syndicat CFDT des cheminots de Paris Sud-Est. Il participe aux instances nationales du secteur cheminot de la CFDT. Il est membre d'Alternative Libertaire. Et au niveau interprofessionnel, 1995, c'est aussi une année où il y a eu pas mal de journées de grève nationale interprofessionnelle de 24 heures, relativement bien suivies. Enfin, à l'aune de ce qu'on connaît aujourd'hui, on pourrait même dire très bien suivies, même si à l'époque on trouvait que c'était pas génial, etc. Et que évidemment, on faisait partie de celles et ceux qui gueulaient plutôt contre les grèves de 24 heures, sauf que de fait, c'est aussi quelque chose qui a préparé le terrain, de la même manière d'ailleurs que à la SNCF, il y a eu, notamment à partir de la rentrée de septembre, là sur octobre et le début novembre, plusieurs mouvements, en fait, plusieurs grèves catégorielles, en fait, sur le CERNAM, qui était à l'époque encore un service de messagerie, qui était encore à l'époque un service SNCF, les télécoms, qui était aussi d'ailleurs encore un service SNCF, puisque tout ça est externalisé depuis quelques années maintenant, et y compris par exemple, c'est assez significatif parce que c'est pas les trucs sur lesquels on peut s'attendre pour dire on peut construire un rapport de force à partir de ça. Il y avait eu, y compris au mois d'octobre, une manifestation nationale des maîtrisés cadres, par exemple, de cheminots et cheminotes, quoi. Et voilà, et tout ça fait qu'il y a quand même une certaine ébullition, si on peut reprendre ce terme, quand on est mi-novembre. Et mi-novembre, c'est donc l'annonce du plan Juppé. Et donc, oui, alors comment ça a démarré ? Il y a cette annonce, il y a donc des annonces des confédérations, CGT, FO, sur la nécessité de se mobiliser. Il y a l'annonce de la CFDT, donc, qui, elle, au contraire, soutient explicitement le plan Juppé, y compris dans des conditions où les militants et les militantes apprennent ça à la télé en écoutant Nicole Notat le soir, qui apporte son soutien plein et entier au plan Juppé, alors que, bon, a priori, ça n'avait pas fait l'objet de débat dans l'organisation. Bon, c'est peut-être un truc qu'on pourra aborder après, mais c'est la question de la crise dans la CFDT. Et donc, il y a un certain nombre d'appels, notamment un appel donc, pour le 24 novembre, qui est le vendredi, des confédérations pour une journée sur le service public, qui n'est pas un truc sur la retraite, dans lequel, y compris, il y a la CFDT, du coup. Et parallèlement, FO annonce une journée d'action sur la question des retraites pour le mardi 28 novembre. Et on est, nous, sur le syndicat régional CFDT, alors en lien avec d'autres, évidemment. En fait, on prend la décision une semaine avant, une bonne semaine avant, puisqu'à l'époque, à la SNCF, il faut déposer un préavis de grève, c'est 5 jours avant, et il n'y a pas les histoires qu'il y a aujourd'hui de demande de contravention immédiate, de déclaration individuelle pour faire grève, etc. Et donc, le 17 novembre, on dépose un préavis de grève illimité à compter du 24, qui est donc la première des deux journées d'action
qui est annoncé au niveau des confédérations, et en faisant tout le boulot évidemment sur le terrain pour expliquer que il y a cet appel d'une part le 24, d'autre part le 28, que nous, le choix qu'on fait, c'est de faire le lien entre les deux, et pour ça, et que par ailleurs, on dit depuis des années qu'on mène la bagarre en externe, mais y compris en interne dans la CFDT, sur cette question-là, qui est d'ailleurs la position de la branche cheminot au niveau national, de dire que les journées de 24 heures ne suffisent pas si on veut effectivement des changements radicaux, etc., et qu'il faut des grèves reconductibles en Assemblée générale. Et donc on se dit voilà, qu'on n'a pas le choix, que c'est une occasion qu'il faut tenter, ce qui permet de répondre en même temps à la question unitaire aussi, de ne pas choisir en gros entre CGT le 24 et FO le 28, voilà, tout en étant en plus à l'époque donc à la CFDT qui par ailleurs soutient le plan Juppé. Donc les choses sont un peu compliquées, mais du coup on se dit il y a vraiment, voilà, le bon créneau c'est ça répond en termes de tactique entre guillemets de lutte et sur la question de l'unité quoi. Et donc on est parti là-dessus et finalement quelques jours après la branche cheminot au niveau national a aussi adopté cette position d'appel à une grève reconductible à partir du 24. Et au niveau SNCF, comme il y avait quand même, ce que je disais tout à l'heure, cette ambiance en fait quand même à la lutte, plus l'ébullition sur la question des retraites qui était vraiment un sujet, qui a toujours été un sujet très sensible à la SNCF. Il y a plusieurs réunions interfédérales et finalement en fait ça se termine par quelques jours seulement avant le 24, donc en fait avec comme seul préavis couvrant une grève reconductible celui de la CFDT, mais ça se termine par un appel de l'ensemble des fédérations, vraiment de l'ensemble, à faire grève, alors avec une formulation du type à partir du 24 et les fédérations décideront des suites, en gros le 24 au soir ou le 25 au matin quoi. Ce qui n'est pas franchement un appel à la grève reconductible, mais en même temps dans l'ambiance, voilà, c'est toujours la même question, c'est y compris pour la masse des cheminots et des cheminotes, c'est perçu comme ça en fait. Le truc c'est la dynamique qui est créée. Et donc la grève du 24 est effectivement très très massivement suivie. Il y avait vraiment des taux de grévistes très très impressionnants. Je regardais parce que du coup j'ai quand même un peu révisé avant de revenir, parce que mine de rien, ça fait quand même 30 ans. Le 24, le point sur la journée du 24, c'est sur la région, là. Hein, et on a des remontées avec 80% de grévistes, 90% de grévistes, 65% de grévistes à l'exécution, 55% parmi les maîtrises, 35% chez les cadres, et ce sont les chiffres annoncés par la direction. Hein, donc c'est les chiffres de la direction, quoi. Et là, au dépôt de Sotteville-les-Rouen, on se tâte pour soit partir en grève immédiatement, soit attendre le lundi, où tous les autres secteurs d'activité seront au boulot. Quoi. Finalement, on décide de partir en grève dès le vendredi soir, vendredi, samedi, dimanche. 2 jours un petit peu d'angoisse, puisqu'on était les seuls en grève. Le samedi 25, je le dis, parce que dans le paysage... Bon, alors, c'est compliqué à dire, parce que ça n'a pas d'effet direct, évidemment, en vrai sur la grève, mais ça a vachement compté quand même, en tout cas dans le milieu militant. Le samedi 25, il y avait une manif manifestation nationale pour les droits des femmes, donc qui était à l'époque axée plutôt sur la question, pas tant comme aujourd'hui sur la question des violences sexuelles et sexistes, mais qui était notamment sur la question de la défense du droit à l'avortement, quoi. Mais une manifestation qui a été importante, quoi, importante en termes de nombre, hein, je veux dire, de participation, parce que, y compris, voilà, on était dans la dynamique quand même il se passe quelque chose dans le pays, et que donc en région parisienne, il y a eu pas mal une participation assez massive à cette manifestation pour le droit des femmes du 25 novembre, mais qui était par ailleurs, qui avait aussi une caractéristique unitaire, quoi, et je pense que ça a aussi compté dans la réussite de cette manif, quoi. Et voilà, après, après la grève elle est lancée. Les assemblées générales sont décisionnaires. On a un comité qu'on appelait comité unitaire d'organisation qui se réunissait tous les jours à 14h et le soir après. En 95, il y a
il y a un mouvement assez général de réappropriation des locaux, si on peut le dire, c'est-à-dire d'occupation des locaux en fait, qui se fait, je sais pas, assez naturellement sur les gares de Lyon. Le dépôt, on est vraiment dans la situation où le chef de dépôt est invité gentiment à quitter les lieux parce que les grévistes occupent les locaux, etc. Ce qui sera le cas jusqu'à la fin de la grève, quoi. Il n'y a pas de train en fait parce qu'il y a non seulement une grève très forte, mais en plus des locaux qui sont occupés par des grévistes. Dès le lundi, on a dit parce que là toutes les délégations de cheminots et de cheminotes arrivaient, il était impossible de recevoir dans nos locaux agents de conduite. On investit un atelier, une immense fosse bétonnée, qui peut réunir 80 mètres de long. Alors je ne sais pas combien on peut mettre dedans, mais un bon millier facilement. Il y a un autre lieu qui est la Côte 135, qui est un lieu où on peut facilement arrêter les circulations, où il y a un immense barnum et qui est ouvert 24 heures sur 24. C'est-à-dire que n'importe qui peut arriver, discuter, gréviste pour gréviste, peu importe. Hein, et ça bloque tous les trains. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Pour l'anecdote, la CRS 76, qui veut dire la Compagnie des retraités solidaires, qui organise à la fois la gestion des stocks de marchandises qui arrivent soit par la Confédération paysanne, soit par d'autres moyens, et qui organise des repas. Dans tout ce qu'on a fait, on n'a jamais fait d'antisyndicalisme. Par exemple, quand il y avait des comités de grève, chaque organisation syndicale qui le voulait avait une place d'office. À la fosse en 1995, les premières paroles, c'était les organisations syndicales si elles le souhaitaient. Alors ça pose un autre problème. Alors, 1995, évidemment, on est dans la lutte. Le premier truc, c'est que la démocratie directe, ça suscite une créativité, mais alors sans précédent. Et ça place ce qu'on appelle les animateurs de lutte, mais qui, avec le temps, ont compris les responsabilités syndicales, dans une autre position. On n'a plus besoin de proposer tel et tel mode d'action. Par contre, ce qui est important, c'est de toujours analyser au jour le jour la situation et de fournir un cadre d'analyse qui unifie tout le monde sur l'appréhension de la journée ou de la semaine. Le deuxième truc, c'est qu'il faut aussi, puisqu'on est quand même libertaire, désamorcer toute tentative de manipulation ou de bureaucratisation. Manipulation, on voit ce que ça veut dire, mais la bureaucratisation, elle peut se faire assez rapidement, parce que une réunion là, une réunion là, une réunion là, une réunion là, et tu te coupes finalement de la base. Ça marche parce qu'il y a une antériorité de l'organisation avant cette grève-là. En fait, on avait maturé depuis les années 70. Toutes ces générations qui ont connu 68 n'étaient absolument pas satisfaits du fonctionnement tel qu'il était présenté par les confédérations et les syndicats. Divisés, souvent inefficaces, et en guerre les uns contre les autres, surtout au moment des élections. Quoi. Et surtout après la rupture du programme commun, alors là, c'était affreux. Une grève qui, moi je dis, qui y compris sur la SNCF, a un rôle historique, si on peut le dire comme ça, plus important de 95, en fait, c'est la grève de décembre 86, janvier 87, donc je ne vais pas détailler là-dessus, mais c'est une grève où il y a une vraie rupture avec ce qui s'était installé à la SNCF, qui fonctionnait vraiment sur le fonctionnement en termes de grève, sur les appels fédéraux, les appels fédéraux tombaient, ils étaient déclinés au niveau régional, au niveau local, il y a grève, il y a grève. Alors je dis pas qu'on a inventé ça en 86, parce qu'évidemment il y a eu une période, grosso modo des années 68, si on peut dire comme ça, où ça existait, mais c'était vraiment complètement tombé, et la pratique, moi je l'ai vraiment vécu Gare de Lyon, la pratique était sur les grèves nationales, bon d'une part ça tombait comme ça, mais y compris sur des grèves locales, le délégué CGT rentrait dans le service, disait grève, et une majorité, je vais pas dire tout le monde, mais une majorité arrêtait, mais en gros on arrêtait, et après on demandait pourquoi il y avait grève, quoi. Enfin, c'était vraiment ça la pratique, quoi. Et en 86, il y a vraiment une rupture là-dessus, avec une génération très jeune. Moi, en 86, j'ai 29 ans, et
et je suis en gros un des anciens et des anciennes, quoi, quasiment dans les animateurs et animatrices de la grève. C'est beaucoup, enfin, voilà, c'est beaucoup de gens qui sont rentrés à la SNCF vraiment très peu d'années avant et qui imposent en fait en 86 ce fonctionnement en assemblée générale et qui dit qu'il l'impose vraiment notamment à la CGT, quoi, hein. On sait, enfin, il y a vraiment, y compris au départ de la grève, sur certaines régions, ce qui n'était pas le cas sur Paris Sud-Est où j'étais, mais c'était le cas par exemple à côté sur Paris, Paris-Austerlitz, des piquets anti-grève de la CGT, etc. Sur l'agglomération rouennaise, déjà, il y a beaucoup de militants d'extrême gauche, hein, on peut dire ça, et à la SNCF, beaucoup. Beaucoup de trotskistes et aussi des libertaires. Vous écoutez Jacques Hay. En 1995, il est administratif au fret à Sotteville-lès-Rouen, secrétaire du syndicat CFDT des cheminots de Rouen-Sotteville. Il est membre d'Alternative Libertaire. Avant 86-87, la grande grève où il y a eu des comités de grève, assemblée générale, décisionnelle, coordination, on avait déjà des bons rapports entre la CFDT, qui était une CFDT oppositionnelle, et les copains qui étaient des copains de la CGT, mais maîtrise et cordes, parce que CGT, il y avait deux syndicats, exécution et maîtrise et cordes, et les syndicats maîtrise et cordes étaient tenus par des ex-trotskistes, grosso modo, de Hello, de la LCR. Et avec eux, on a fait des journaux, les cheminots à la base, Raibol, qui prônaient l'unité, l'auto-organisation. Ça arrivait en 86-87, mais en 95, c'était les mêmes. Donc on a toujours des bonnes relations, et donc on a travaillé en commun à mettre en place aussi des comités de grève un peu partout, et des assemblées générales souveraines. Bon, on n'avait plus de coordination. Ça s'était perdu en cours de route. Jacques l'a dit, on avait fait, ça c'est la dernière mouture, hein, le Ras-le-Bol, mais avant il y avait des regroupements comme le comité de mobilisation unitaire des cheminots. En gros, le journal, le CMUC, c'est une audience de 500 personnes, quoi. Quand arrive la grève de 86-87, cette structuration va nous servir et on va proposer à Paris Nord de nous organiser en coordination de façon à récupérer les informations, parce que malheureusement, les informations étaient soit de la part de la direction, soit de la part de branches syndicales qui voulaient qu'on reprenne un petit peu faisandé. Et là, on a été en contact, hein, mais ça ne voulait pas dire en contact avec 94 dépôts sur 95. Mais en fait, à la coordination, c'était 34-35 dépôts qui participaient réellement à cette coordination agent de conduite. Il y a eu la même tentative pour les autres services, mais c'est beaucoup plus compliqué de la coordination intercatégorielle qui n'était pas spécialement représentative. Qui n'était pas très représentative. Par contre, donc 86-87, Assemblée générale décisionnaire, comité de grève pour la mise en application, localement coordination des comités de grève, et ensuite coordination nationale. Ça, on va le retrouver pratiquement de façon identique en 95. Du coup, en 95, cette pratique des assemblées générales, elle est naturelle en fait à la SNCF, et elle est naturelle sur des échelons qui sont aussi les échelons des services, des chantiers. Enfin, c'est pas des meetings syndicaux, quoi. C'est vraiment des assemblées générales à l'échelle des services, c'est-à-dire des gens qui bossent ensemble d'habitude et donc qui se connaissent, et donc qui, y compris, osent causer parce que ils se connaissent et qu'il n'y a pas l'angoisse de causer devant 300 personnes, dont 250 personnes que tu n'as jamais vues, et que 7 ou 8 qui causent vachement bien, et que du coup tu te dis bon, moi je vais passer pour un con parce que j'ai pas l'habitude de parler, quoi. Et c'est vachement important, quoi. Je dis ça notamment par rapport à aujourd'hui, alors on pourrait y revenir, mais les conditions ne sont pas les mêmes, y compris les services en question souvent n'existent plus à cette échelle-là, etc. Donc c'est une des difficultés, je crois, d'ailleurs, qu'on a aujourd'hui dans l'organisation des luttes de manière autogérée. Mais c'est vraiment à ce niveau-là que se mettent les assemblées générales, ce qui veut dire, par exemple, sur la gare de Lyon, il y a une assemblée générale pour les agents
les agents qui bossent dans la gare, il y a une assemblée générale pour les contrôleurs et les contrôleuses, il y en a une pour les mécaniciens au dépôt, il y en a une pour ceux qui bossent sur ce qu'on appelait l'équipement pour les voies, etc. Rien que sur la gare de Lyon, il y a 5 ou 6 assemblées générales, quoi. Alors évidemment, je dis ça sur la gare de Lyon, sur des sites, je veux dire, à Corbeil ou à Melun, il y a une assemblée générale qui réunit tout le monde parce que voilà, c'est à la même échelle en fait, quoi. Et autre différence avec 86-87, je disais tout à l'heure, c'est que bon, depuis la CGT a tiré quand même un certain nombre de bilans après la grève de 86-87, et du coup là, la CGT dès le début est dans les assemblées générales, voilà, et ce sont des assemblées générales qui sont effectivement animées par des militants et des militantes syndicaux. Ce qui est aussi une petite différence avec 86-87, où, compte tenu de ce que je disais, y compris notamment du caractère assez jeune, enfin en tout cas, dans pas mal d'assemblées générales, il y avait y compris des militants et des militantes syndicaux à l'époque, mais il y avait aussi des camarades qui n'étaient pas encore forcément même syndiqués, et qui du coup sont syndiqués dans la foulée de ça, quoi. En 95, c'est un... Alors, je ne veux pas dire que c'est les mêmes, parce que en 10 ans, il y a forcément eu plein d'embauches, etc. Mais c'est quand même un peu la même génération, mais 10 ans après, quoi. Donc, un des trucs, c'est quand même... alors, je pense qu'on est peut-être une génération qui a été très marquée par ça, mais c'est vraiment de faire gaffe, parce que l'Assemblée générale reste une Assemblée générale, au sens où on décide avec des assemblées générales où il y a un nombre de personnes largement représentatives du nombre qui bossent sur le secteur en question, etc., quoi. Je dis ça parce que même si je disais tout à l'heure que la CGT s'est retrouvée dès le début sur la pratique des hachets, etc., mais bon, voilà, il y a quand même des histoires syndicales qui sont un peu différentes, et donc une tendance assez facilement à reprendre peut-être la main un peu plus en passant par-dessus les assemblées générales. Bon, voilà. Donc il y a ça. Après, il y a la question de la dynamique interprofessionnelle. Voilà, si t'as pas de caméra, mais le premier tract, les cheminots en grève reconductible s'adressent à vous, et on lit l'ensemble des attaques en un seul mouvement en disant maintenant c'est tous ensemble qu'il faut se battre, et c'est un appel à la grève générale. Ce tract sera repris ensuite par les cheminots qui vont se mettre en grève dès le lundi, et ensuite par un certain nombre de boîtes comme Speed Randel, droit au logement, assez chômage, etc. Et il sera pendant la période, on estime qu'il sera diffusé à en gros 50 000 exemplaires. Pour ce faire, c'est bien d'avoir un appel, mais il faut s'organiser, puis il faut rencontrer des gens. Donc il y a la création d'une commission où on recense l'ensemble des boîtes du secteur, leur production, le nombre de salariés, les résultats aux élections professionnelles, et si on pense que l'accueil sera favorable ou défavorable. Et à partir de là, c'est un petit dossier qui est remis à chaque délégation. Alors les délégations, ça peut être que 2 personnes si c'est une petite boîte, ou si c'est Renault. Alors là, je sais pas, je dois avoir une photo là, c'est une 30-40 personnes qui partent avec ce petit dossier de façon à pouvoir prendre contact. Alors, soit rentrer dans la boîte, soit rester sur le parking ou pas. Voilà. Donc ça, c'était le premier truc. Et puis, ça marche. Au centre de tri postal de Rouen. Vous écoutez Pascal Devernay. En 1995, il travaille au centre de tri postal de Rouen. Il est au bureau de Sud PTT, en Seine-Maritime, et au bureau fédéral. Il rejoindra Alternative Libertaire suite à la grève. On va partir, on va d'abord élargir la focale. On partait dans les années 80 ou avant d'une administration des postes et télécoms, un ministère avec un ministre de tutelle. Et là, début des années 90, c'est un bouleversement d'ampleur puisqu'il s'agit de séparer les activités postales des activités télécoms. Et donc, il y a la création de 2 EPIC, une EPIC La Poste et une EPIC Télécom. On ne parle pas encore de privatisation à ce moment-là. Ça viendra assez vite. Les copains des télécoms commencent à craindre, eux, un processus de privatisation parce que c'est la libéralisation dans toute l'Europe et dans le monde et que les télécoms sont un secteur juteux. Au niveau de la Poste, c'est encore la grande époque du courrier. On a ouvert des centres de tri de plus en plus nombreux. Il y a plus de 100 centres de tri. Et c'est un peu l'équivalent du secteur des mines pour la Poste. C'est-à-dire c'est des concentrations de salariés
en jour comme en nuit, avec des 500, 600, 700 travailleurs dans un même endroit, travaillant 24 heures sur 24, revendicatifs en général, et qui ont les moyens de peser, puisque la Poste n'a pas les moyens à l'époque, n'a pas encore trouvé tous les réseaux pour contourner les grèves. Donc un centre de tri qui s'arrête, c'est l'ensemble du courrier des usagers, mais également des entreprises qui se bloquent très très rapidement. Donc ça nous donne, dans les centres de tri, une puissance que la boîte s'ingéniera à nous faire perdre après. Au centre de tri de Rouen, on est un centre qui a connu 2 ans avant, en 1993, une grève de 3 semaines, dure, avec occupation des locaux, jour et nuit, contre un chef qui était venu mettre de l'ordre. Et c'était un mot qu'on avait du mal à accepter, donc on a fait grève pour le faire virer. Et au bout de 3 semaines, la boîte a cédé, elle a viré son corps, elle a même viré le directeur derrière, et on a eu un directeur très accommodant qui était en place. Autre singularité de notre centre de tri, mais beaucoup de centres de tri étaient dans ces conditions-là, on travaillait avec la SNCF, la Poste. Et donc notre centre de tri avait un accès direct à une ligne de chemin de fer et était situé à 400 mètres du dépôt de Sotteville, qui était un des plus gros dépôts de France, ce dépôt de Sotteville, SNCF. Donc il y avait des gens qui se connaissaient forcément en plus. Il y a des gens qui sont, dont le mari travaille à la SNCF et la femme travaille à la Poste ou inversement. Donc le lundi matin, la grève étant partie, comme l'a dit Jean-Michel, le vendredi soir, le lundi matin, une première délégation de la SNCF vient visiter le centre de tri, mais ne trouve quasiment personne, parce que le lundi matin, c'est la journée la plus creuse de la semaine. Il doit y avoir 20 travailleurs au maximum là-dedans. Et il tombe, par un hasard bien heureux, il tombe sur moi qui suis là pour faire une réunion avec la boîte, et qui leur propose de venir plutôt le soir à 20h, où peut se tenir un vrai démarrage avec le personnel de nuit, qui est toujours le plus chaud pour débrayer. Donc retour de la délégation des camarades du dépôt à 20h le soir, assemblée générale immédiate et sans demander l'autorisation. À l'époque, les assemblées générales, on ne demande à personne. On arrête le boulot, on descend tous dans la salle d'ouverture qui est la plus grande salle. On est une bonne centaine là-dedans. On sait qu'on va déjà couler le départ du courrier vers toute la France, mais ce n'est pas un problème. La question, c'est est-ce qu'on doit partir nous aussi en grève? Et comme ce n'est pas un mot d'ordre des confédérations, ça veut dire une grève reconductible immédiatement, derrière les copains de la SNCF. Discussion, hésitation, et puis un certain nombre de salariés, et hommes et femmes d'ailleurs, de base qui commencent à dire bon, on ne va pas se regarder trop longtemps comme ça, on part en grève et puis c'est tout. On part. Alors, comme en nuit, on travaille en 2 demi-vacations, de 20h à 0h et de 0h à 6h. Pour une question de pognon pour commencer, que ça ne coûte pas immédiatement, on décide de partir en grève à 0h. Donc l'appel est voté, 99%. Je crois que c'est la fois où le nombre de grévistes a été le plus important, la grève de 95. Et on reprend le boulot jusqu'à minuit, où là, toujours cette petite angoisse, est-ce que les copains vont vraiment partir à minuit? Et là, on se retrouve à nouveau dans la salle et tout le monde part, tout le monde, les chefs, tout le monde, les petits chefs, quoi. Pas évidemment pas le chef de centre, mais tout le reste, tout le monde débraye. Et des gens moi, avec lesquels je n'avais pas de bon rapport, qui n'étaient pas syndicalistes du tout. Hein. Sur le centre de tri, il y avait 2 sections. Il y avait une section CGT assez forte et une section Sud très forte, qui avait gagné les dernières élections avec 55% des voix sur le personnel d'exécution. Donc on avait déjà une bonne base, mais bon, il y avait quand même des travailleurs qui n'étaient pas syndiqués, qui n'aimaient pas les syndicats et tout. Et même ces gens-là, ils se proposent pour faire des distributions, ils se proposent pour rédiger des panneaux, enfin, un véritable enthousiasme. Et un peu à l'image de Jean-Michel, on l'a dit pour les cheminots, on se pose la question, mais on ne peut pas rester tout seul le centre de tri de Rouen, on est valeureux, mais pas à ce point-là. Et donc, on va utiliser les locaux syndicaux où il y a des fax. Alors, plus personne n'utilise de fax, mais à l'époque, c'est le moyen d'envoyer des textes. Et donc, on va envoyer un texte rédigé à toute vitesse
appelant à rejoindre les cheminots dans leur lutte revendicative et leur grève reconductible. On va l'envoyer à toutes les sections des centres de tri. Parce que c'est vraiment là qu'on sait qu'il y a le rapport de force possible et qu'il y a des sections sud un peu partout et qu'on peut véritablement déborder. On n'a pas peur du mot, on va déborder les directions syndicales et imposer une grève reconductible. On a fait ça et, un peu comme à l'image de nos camarades de la SNCF, on a regardé après si ça marchait ou pas. Et effectivement, c'est parti vraiment comme une traînée de poudre dans les centres de tri. Ça a vraiment été, en 3 jours, la très grande majorité des centres de tri étaient en grève, occupés et bloqués. La grève au centre de tri, donc on travaillait en 24 heures sur 24 avec 3 brigades. Une brigade du matin, une brigade d'après-midi, une brigade de nuit. C'est assez simple. Et donc, en fait, on avait 3 AG. Une AG le matin, une AG l'après-midi et une AG la nuit. Chaque AG était décisionnelle, c'est-à-dire qu'on remettait en cause la grève à chaque assemblée générale. Chaque assemblée générale devait voter la grève. Et on était attentif à ce que ça soit l'ensemble, y compris s'il y avait des non-grévistes, qui participent à cette AG. C'est une AG du personnel. On n'a eu aucun problème pendant toute la grève, puisque l'AG était hyper majoritaire. À un moment donné, il y avait 4 non-grévistes sur le centre, et ils avaient fui à la recette principale de la Poste, ils ne venaient même plus au boulot. Donc on avait des votes à 100%, et de toute façon, on le voyait bien, puisque nous, on avait les gens. Donc il y avait ces assemblées générales, en début de vacation, et des discussions un peu après qui pouvaient s'éterniser, où, quand on avait des décisions à prendre, on pouvait arrêter l'AG, se séparer en groupes de discussion pour faire avancer des idées, puis revenir en assemblée générale pour prendre la décision. Alors, parfois, c'était des décisions qui nous touchaient directement, comment on organise d'aller mettre la grève dans le reste de la Poste. J'y reviendrai. Des fois, c'était par rapport à la participation aux journées nationales d'action, parce qu'au bout de quelques jours, ça a quand même posé un problème. Les centres de tri sont en grève, les cheminots sont en grève, mais les confédérations, elles posent une journée le mardi, une journée le jeudi, globalement. Et donc, on voit bien qu'on avait atteint des limites. Et puis, les revendications ne sont pas des revendications locales. Les grèves des coordinations cheminotes de 86, c'était sur des problèmes cheminots. La grève du centre de tri de 93, c'était pour virer un chef. Donc on maîtrisait totalement la revendication. Là, le retrait du plan Juppé, on voyait bien que la marche était autrement haute. Et donc on voyait bien que là, on n'arrivait pas. Il y avait un problème entre une base gréviste et des gens qui allaient négocier, qui allaient rencontrer les ministres, qui, eux, ne dépendaient pas des grévistes. Donc ça posait des problèmes et tout. Et puis, il y avait aussi des actions, je dirais, de contrôle de la grève, du genre, quand on a appris qu'il y avait un centre de tri parallèle qui s'était ouvert en banlieue, on a voté pour aller envahir ce centre de tri parallèle. Alors, à l'époque, qui est bien ancienne maintenant, ce genre d'opération n'amenait pas à la répression comme c'est le cas maintenant. On a déboulé à 200 ou 250, on a envahi tout, on a regardé partout, on a fait peur aux chefs qui étaient quelques cadres de la boîte qui ont été un peu terrorisés de voir arriver les grévistes du centre de tri, ils connaissaient trop bien. Sinon, on a essayé d'aller dans les bureaux de poste, on envoyait des brigades, on s'inspirait des cheminots. On allait dans les bureaux de poste, nous, pour essayer de faire débrayer nos collègues facteurs. Et là, souvent, on avait des déconvenus. C'était plus compliqué de faire débrayer les facteurs. Des fois, ça marchait. Des fois, les copains revenaient en disant « tout le monde a arrêté le boulot ». Mais voilà, c'était pour la journée. Des fois, le lendemain, ils avaient repris. Bon, il y a eu quelques gros centres, Le Havre, Rouen, qu'on fait... Saint-Étienne, Sotteville, qui ont fait plusieurs journées de grève de suite, une grève reconductible, donc, mais les petits bureaux, là où il y a 5, 6, 10 facteurs, c'est beaucoup plus compliqué. Petit à petit, à partir du 5, donc tu vois, les délégations, le travail de popularisation paye, et des délégations de boîtes entières, parfois Renault, Cléon, ils sont arrivés tout un quart de nuit dans un autre lieu, mais enfin bon, des délégations arrivent, et oui, la Sécu, la CRAM, des instits, des boîtes de la métallurgie. Alors parfois, c'est juste le délégué de la boîte qui est en grève. Parce qu'ils disent, ben non, on n'est pas suivi, mais ils viennent. Et on offre cette immense fosse à tout le monde. Et les délégations de boîte peuvent prendre la parole après nous, quand même. En gros, le mot d'ordre, c'était l'unité des cheminots doit créer l'unité populaire. Franchement, je pense que ça part
encore une fois, hein, l'histoire du contrat de plan était posée, etc., la fermeture de lignes, donc y compris de suppression d'emplois, etc. Bon, c'est pas que la question abstraite, entre guillemets, service public, c'est aussi les conditions d'emploi, enfin, le nombre de cheminots, etc. Plus quand même, hein, cette question service public qui était quand même un truc qui existait, quoi, au niveau des cheminots et des cheminotes, quoi. Mais la question centrale, c'est on veut continuer à partir à 55 ans et à 50 ans pour les agents de conduite, quoi. C'est ça l'élément déterminant. Et du coup, ce qui est beaucoup en grève en 95, c'est en gros les secteurs, on dit transport, mais je suis pas sûr que ce soit la question des transports. En fait, c'est beaucoup la question des travailleurs en décalé, en fait, enfin postés, en décalé, etc. Bon, la SNCF, globalement, même si tout le monde n'y était pas, mais massivement, moi je me obligeais, le guichet, par exemple, ça s'étalait entre, en tout cas, Gare de Lyon, entre 5h15 et 1h du mat, quoi. Donc, voilà, des horaires. Et du coup, les secteurs où ça a beaucoup quand même fonctionné, c'est ça, c'est la RATP, mais pour les mêmes raisons. Et la Poste, c'est quand même beaucoup, à l'époque, les centres de tri, quoi, qui ont le même type de conditions de travail, quoi. Donc, et ce truc beaucoup lié quand même, à des acquis sur la retraite, quoi. Encore une fois, c'est la question du lien entre professionnel, interprofessionnel, et même dans la question professionnelle, le lien entre ce qu'on appelle corporatisme catégoriel et professionnel. Et par exemple, sur cette question de la retraite, à l'époque depuis tout le temps en fait, à la SNCF, donc on peut partir à 55 ans et à 50 ans. En fait, la vérité, on peut partir, mais évidemment, on peut continuer jusqu'à l'âge légal, hein, en vrai. Mais il y a vraiment comment dire, un poids social, enfin, qui pèse. Les quelques-uns et quelques-unes qui font durable, comme on disait, au-delà de 55 ans, c'est excessivement mal vu, quoi. Mais même faire 2 mois de rab, quoi. On part le jour de ses 55 ans, quoi. Et c'est vraiment un truc qui est très très fort, quoi. 55 et 50 ans et c'est encore plus fort d'ailleurs chez les agents de conduite, hein. Enfin, un agent de conduite qui bosse au-delà de 55, enfin, en grosso modo, plus personne ne lui parle dans le dépôt, hein. Mais même dans les autres champs. Et je dis ça parce que c'est aussi un truc qui a vachement. Je pense que ça contribue, quoi, à forger un truc sur le fait que mais non, ça c'est pas possible de remettre ça en cause, quoi. Bon, c'est quelque chose qui a quand même subsisté à la SNCF un certain nombre d'années avant qu'ils arrivent à faire craquer le corps social cheminot sur cette question-là, quoi, hein. Et je pense que c'est vraiment ça aussi, c'est la question corporatiste, catégorielle, professionnelle, interpro, quoi. Comment on arrive à articuler tout ça sans s'enfermer évidemment dans un truc corpo, mais sans avoir des trucs qui soient juste proclamatoires sur le côté interpro, quoi. Oui, il faut une grève générale illimitée, oui, mais pour que les gens ils y croient un peu, il faut que ça s'incarne sur quelque chose, quoi, en fait, quoi. Et je le dis parce que je me souviens en plus qu'on l'a eu avec des camarades, alors en l'occurrence de Hello, mais je pense que ça pourrait être d'autres, qui arrivent du bureau de poste de je sais pas quoi, en nous disant on vient vous porter le salut des postiers et des postières du bureau de poste, je sais pas quoi, et à ce moment-là, j'ai camarade Gérard Coste, qui est décédé depuis, mais et qui me souffle à l'oreille, qui me dit si tu veux, demande-leur combien il y a de grévistes chez eux, parce qu'en fait, il n'y a pas de grève, quoi, dans le bureau, quoi. Voilà, quoi. C'est ce genre de truc aussi sur lequel c'est vraiment la formation grève de 86-87, en tout cas nous Gare de Lyon, vraiment de faire très gaffe au côté organisation politique, ce qui ne veut pas dire de ne pas faire de politique, hein, enfin, pas directement, etc., c'est pas la question, mais c'est vraiment ce côté manipulation, enfin, voilà, avec le PC qui arrive pour expliquer que à l'époque ils ont encore
député machin qui va faire une motion, machin, des trucs qui ne servent à rien sur la construction de la grève, qui permettent de te faire applaudir, mais qui, voilà, bon, voilà. Voilà, quand même, pour nous, ce qui n'a pas forcément été une complexité, je pense qu'on peut-être qu'il faudra en dire deux mots, notre rapport, ce qu'on était dans la CFDT, quoi. Mais quand même avec la particularité qu'on était des équipes CFDT, qu'on était tous, animant ou co-animant largement un mouvement de grève reconductible. Alors effectivement, j'ai dit, il y avait deux gros sujets, le contrat de plan SNCF et la question retraite plan Juppé, mais ce qui polarisait quand même beaucoup plus, même à la SNCF, hein, ce qui polarisait le plus, c'était la question plan Juppé retraite, quoi, en fait, hein, au niveau des assemblées générales, quoi, en tout cas, voilà. Et donc avec cette particularité d'être à la CFDT qui par ailleurs soutenait le plan Juppé en question, quoi. Et donc je dis ça parce que par rapport à la question interprofessionnelle, c'est forcément un souci, puisque il y avait relativement peu de structures syndicales CFDT, d'équipes syndicales CFDT dans un certain nombre de secteurs, partie prenante en fait de la lutte, quoi. Et là-dessus, ça ne nous a pas empêché évidemment de mener cette question-là. Le syndicat de Paris Sud-Est faisait partie des syndicats de ce qu'on appelait l'opposition CFDT, la gauche CFDT, enfin bon, voilà, quoi. Et depuis les années 80, quoi. Pareil, c'est une question en gros de génération militante, hein. Tout ça, faut un peu schématiser, mais c'est un peu ça, quoi, l'idée, quoi. Au niveau CFDT, il y a en 80 un congrès important, justement, cheminot et plus globalement Fédération Générale du Transport d'Équipement. Bon, voilà. 82, il y a un congrès confédéral CFDT où un certain nombre de syndicats, dont des syndicats de cheminots, sont à l'initiative de ce qui s'est appelé un forum au sein même du congrès, donc de rencontres et de débats de syndicats de la gauche CFDT, mais ouverts au sein même du congrès confédéral. Enfin bon, un certain nombre de dynamiques, plus la participation à l'époque, de la revue que je prenne dans l'ordre, il y a eu Résister et ensuite Collectif, et aux cahiers syndicaux. Et du coup, au fil des années, il y a un certain nombre d'exclusions de départ de la CFDT, des camarades, je commence par eux parce qu'on n'en parle jamais, mais des camarades de l'aérien qui à un moment donné sont virés et donc qui créent ce qui s'appelait à l'époque SNPIT, qui était uniquement Air Inter, voilà, mais qui aura un lien avec ce qui va devenir Sud Aérien bien après. Et donc 89, pour aller vite, 88-89, c'est l'exclusion des camarades de la santé et des PTT, et notamment la création donc de SUPTT. Oui, alors la grève de 95, elle arrive 5 ans après la création de SUPTT. SUPTT, il est né d'une grève. C'est déjà assez exceptionnel. Pour créer un syndicat, on n'est pas parti comme ça simplement. En fait, il y a eu une grève de ce qu'on appelait les camions jaunes, c'est-à-dire les camions de la Poste qui étaient drivés par des chauffeurs de la Poste. Et c'était parmi les plus mal payés, hein, ils étaient hors des pâquerettes, et ces camions faisaient le transfert du courrier entre les centres de tri et les bureaux de poste. Et les chauffeurs des camions jaunes se mettent en grève, une grève dure, avec blocage des camions, notamment devant les portes des centres de tri. Donc ils bloquaient en même temps leurs camions et le centre de tri. Et cette grève, qui est populaire, hein, par contre... est condamné par la CFDT qui va négocier derrière le dos des grévistes pour un arrêt de la grève. À l'époque, à la Poste, il y a les deux syndicats principaux, c'est la CGT qui est premier syndicat et la CFDT qui est deuxième syndicat. Une CFDT qui n'est pas tenue par l'opposition syndicale. Il y a une opposition forte, notamment en Île-de-France, où elle est majoritaire, mais globalement, sur la France, c'est un syndicat qui suit la ligne de la Confédération. Donc la fédération CFDT-PTT négocie un accord de fin de grève, et devant le refus des grévistes de céder, et le fait que
l'union régionale CFDT-PTT oppositionnelle soutient leur combat, décide de s'en prendre aux militants syndicaux en les démandatant. Donc tous les militants de la CFDT-PTT d'Île-de-France perdent leur mandat par envoi de lettres recommandées à la boîte de la fédération disant ben voilà, ils ne sont plus représentatifs de la CFDT, donc ils n'ont plus les moyens d'avoir des délégations ni rien. Les copains de l'Île-de-France ont passé quelques jours d'incertitude aussi. Il y avait 3 solutions: baisser la tête et accepter le diktat de la direction CFDT, aller à la CGT, mais la CGT ne voulait pas de nous. La CGT de l'époque était très dirigée et dominée par des syndicalistes bureaucrates staliniens et qui n'avaient aucune envie de voir arriver quelques centaines de gauchos. Donc ça n'aurait pas fait. Et puis la création d'un nouveau syndicat. Alors on n'était pas les premiers, puisqu'on avait des camarades de la santé qui avaient été virés avant nous et qui avaient créé un petit syndicat qui s'appelait CRC, Coordonner, Rassembler, Construire. Et donc on les connaissait un peu évidemment. Et donc après beaucoup de réflexions et tout, il a été décidé de créer un syndicat au moins en Île-de-France au départ, puis après qui pourrait s'élargir si possible ailleurs, et en prenant comme nom 3 initiales de donc SUD, pour solidaire, unitaire et démocratique, qui étaient les valeurs qu'on voulait absolument porter pour un renouveau du syndicalisme. On est optimiste, on en espérait beaucoup, et donc ça se crée d'abord en Île-de-France, et puis à Lille, où il y a une répression dans le centre de tri de Lille, les Aisnes, et puis en Seine-Maritime, nous on a attendu 1 an, parce qu'on hésitait, parce qu'on était majoritaire, l'opposition syndicale dans notre département, on avait des moyens, des locaux, des élus, et remettre tout ça en cause, c'était pas si facile que ça. Puis finalement, au bout d'1 an, là encore, poussé par la base, qui a dit si le syndicat part pas, moi je partirai sans vous. On a fait un congrès, on s'est désaffilié de la CFDT avec plus de 70% des mandats, et on a créé immédiatement le syndicat SUPTT de Seine-Maritime. Mais on y a perdu toute notre représentativité. Il a fallu attendre 1994, donc 4 ans plus tard, pour qu'il y ait des élections nationales, qu'on puisse présenter des listes, où là, on a obtenu notre représentativité régionale, départementale et nationale. Donc voilà, on était vraiment là un syndicat dans lequel il y avait une volonté de changer, de transformer le fonctionnement et le mode d'action syndicale. Et par exemple, à l'époque, l'idée même de faire des journées de grève 1 fois tous les mois nous sortait par les yeux, et donc il n'était pas question de se joindre à ce genre de stratégie qu'on considérait comme perdante. Donc on était les premiers à défendre l'idée de la grève reconductible, de vraie grève, c'est-à-dire pas 10% du personnel, mais d'aller chercher des grèves majoritaires, reconductibles, de préférence avec l'occupation, de façon à avoir un poids immédiatement à peser. Et ça correspondait à une attente de nos collègues postiers. C'est pour ça que le Sud-PTT a rapidement grossi en nombre d'adhérents et de sympathisants, parce que c'était après les années mitterrandistes, les reculs, les acceptations et tout, il y avait une vraie volonté à la base de dépasser tout ça. Nous, sur Paris Sud-Est, au niveau interpro, on bossait sur les unions départementales de notre territoire, mais surtout en fait sur l'union départementale du Val-de-Marne, où il y avait des camarades de PTT qui feront partie des premiers créateurs et créatrices de SUPTT. Et j'en reviens à 95 pour dire que on a ces contacts-là en fait, y compris donc pendant la grève. Par exemple, pour faire le lien avec les postiers, où c'est un des secteurs, ça fonctionne, notamment dans les centres de tri qui sont encore très présents sur le territoire, alors dans les gares d'ailleurs aussi, mais même plus globalement, enfin, en région parisienne, il y avait encore les gros centres de tri, quoi. Et on a en fait les contacts qu'on a là-dedans, en fait, c'est pas les contacts de la CFDT, PTT, puisque les contacts qu'on a, c'est ceux qu'on créé Sud, quoi. Et qui eux-mêmes et elles-mêmes ont commencé à bosser un peu, par exemple avec les camarades de ce qui était encore le SNUI, le syndicat national unitaire des impôts, dans ce secteur-là, syndicat qui avait mené une grosse grève en 89, si je ne me gourre pas,
dans son secteur, qui sont par ailleurs des gens que nous, en gros, on ne connaît pas, quoi. Voilà, mais par ce type de lien, ça fonctionne. Et en fait, c'est aussi celles et ceux parce qu'il y a aussi la question des manifs, notamment en région parisienne, où évidemment l'ordonnancement des manifs est prévu entre, en gros, CGT et FO, puisque c'est eux qui sont enfin, que la CFDT n'a pas de place là-dedans, évidemment, et donc dans les manifs, en fait, on se retrouve. Bon, je passe sur quelques coups qu'on fait quand même pour être visible en se mettant sur le côté, etc., etc. Parce qu'il y a aussi le fait qu'il y ait des CFDT dans la rue, et notamment des cheminots, enfin les cheminots et postiers d'ailleurs, postières, ça marche bien. C'est un truc qui attire un peu aussi, puisque bon, voilà, c'est quand même un peu particulier vu la position de la CFDT, mais en tout cas dans les manifs, du coup, on se retrouve en fait avec les camarades de Sud PTT, les camarades du SNUI, voilà quoi. Ce qui permet aussi quelques contacts, et on a par exemple, nous pendant cette grève, on organise, alors ça c'est déjà bien parti parce que c'est décembre, mais on a organisé par exemple une réunion publique face à la gare de Lyon, à la salle Traversière. Là, on y invite. Alors, on y invite d'ailleurs, j'ai relu les trucs, ça m'a amusé parce que vraiment, je me souvenais plus de ça. Enfin, on y invite quand même l'ensemble des syndicats de la région, et la CGT et la FMC, qui est grosso modo devenue l'UNSA, qui était un syndicat maîtrisé cadre. Il envoie quelqu'un, ce qui est aussi significatif de la période. Et au niveau interpro, en fait, on avait invité des camarades de la CGT pour la RATP, des camarades de la CFDT pour Air France, du SNPIT dont je parlais pour Air Inter, du SGEN CFDT pour l'éducation nationale, et des représentants de la coordination pour le mouvement étudiant. Voilà. C'est un peu. Alors c'est pas ce qui va devenir solidaire, hein, ça, mais ça montre bien les liens qui existent, etc. Et les camarades de la CGT et RATP. Alors là, pour le coup, c'est pas le même type de lien, mais ça renvoie aussi à des pratiques militantes depuis les années d'avant. C'est des camarades avec qui on a bossé sur la question des transports gratuits pour les chômeurs et les chômeuses, en lien avec les mouvements de chômeurs. En l'occurrence, nous, beaucoup dans AC, mais eux étaient plus proches de la PACE, par exemple, et de la CGT chômeurs, etc. Mais les quelques années d'avant, là, au moment lancement notamment d'AC, etc., on a effectivement bossé avec ses camarades de la CGT RATP sur la question transport gratuit pour les chômeurs et les chômeuses, quoi. Voilà, c'est ce type de lien, cette dynamique, et qui du coup explique encore une fois, hein, c'est d'avant, mais quand je dis c'est d'avant, ça ne veut pas dire qu'on avait décidé de se barrer de la CFDT. On n'avait vraiment pas décidé de se barrer de la CFDT, bien au contraire, puisqu'au printemps 95, il y a un congrès confédéral CFDT, dans lequel d'ailleurs la majorité confédérale est fortement remise en question, y compris le rapport d'activité n'est pas adopté, ce qui est historique, etc., etc. Alors, à la CFDT, donc majoritaire, chez les cheminots, la CFDT 30%, l'organisation la plus, en opposition à la Confédération. Ça représentait avec notamment l'URI Bosse-Normandie, et puis d'autres, 30% à peu près dans les congrès. Et au dernier congrès en 95, Nicole Notat a été mise en minorité sur son rapport d'activité. Voilà. Pour l'anecdote, une copine libertaire qui était montée au credo pour le combattre. Marie-France Fabre, c'est ça. Et dans la suite de ce congrès, on est à l'initiative notamment d'une proposition de dire qu'il faut de plus en plus marquer la différence entre la majorité confédérale CFDT et nous, les syndicats CFDT, quoi. Et cette proposition-là, en fait, a eu un écho très modéré dans la gauche CFDT à l'époque, avec une partie disant non mais il faut faire attention parce que en gros ça va nous
ça va nous marginaliser, alors qu'il y a encore des fédérations qui peuvent basculer du bon côté, etc., etc. Bon, voilà, voilà. Il y a ça. Je reviens là-dessus parce que c'est aussi en partie ça ce qu'on paye entre guillemets quand arrive cette crise de mi-novembre et du coup pas trop nous par exemple sur notre syndicat et sur d'autres parce que voilà y compris ça fait des années et des années que tout en expliquant pourquoi on est à la CFDT parce que en accord avec les grandes orientations transformation sociale etc etc et autonomie aussi de fonctionnement syndical, qui n'est pas historiquement quand même ce qu'on retrouve dans d'autres confédérations à l'époque. Mais en tout cas, on dit toujours clairement les choses, y compris sur les désaccords qu'on a régulièrement avec les positions confédérales, aussi bien publiquement que d'ailleurs beaucoup et tout le temps en interne, en discutant, en débattant, en affichant nos trucs sans souci depuis des années. Et donc, oui, j'en reviens à cette histoire dans la gauche CFDT, où du coup, y compris donc là, quand on arrive pendant la grève, y a quand même cette différence qui se retrouve en fait entre un certain nombre d'organisations, enfin de structures de la CFDT, de la gauche CFDT, qui y compris, j'allais dire paradoxalement, celles qui ont le moins publiquement communiqué avant sur leurs désaccords, en fait, sont plus emmerdées parce que c'est moins compréhensible en fait pour leurs adhérents, leurs adhérentes, et y compris les salariés avec qui ils bossent. Alors que nous, ça se passe relativement bien. On continue à distribuer en gros les mêmes tracts en fait. Voilà, bon, effectivement, tout le monde comprend bien qu'il y a un gros problème avec la Confédération. La CGT voire FO, qui est quand même très faible à la SNCF, attend impatiemment la fin de la grève en se disant qu'il y a peut-être des chances quand même de récupérer des choses là-dedans. Mais en fait, nous, on n'est vraiment pas, et notamment sur les camarades qui animent le syndicat CFDT là, sur Paris Sud-Est, on est toujours dans cette logique-là. Et en fait, plus la grève avance, plus des camarades nous disent que de toute façon ça va pas pouvoir durer. J'ai oublié de dire, mais on a la perspective début 1996 d'élection professionnelle à la SNCF, donc en mars, qui veut dire dépôt des listes de candidats en mois de février, quoi, donc très rapidement. Et en fait, en décembre, on a plein de camarades, les délégués j'ai retrouvé là aussi pareil un papier qu'on fait à un moment à la conf en disant on a 80 militants et militantes qui nous disent que de toute façon il est hors de question qu'ils soient candidats sur l'étiquette de la Confédération CFDT au mois de mars prochain, quoi. Et donc voilà, à partir de là on dit bon c'est pas possible, il faut faire autre chose, quoi. Donc et c'est vraiment là qu'on se dit il faut faire autre chose, quoi. Ce qui est là aussi ce qui sera une source de fracture en fait dans ce qu'était la gauche CFDT, puisque toute une partie des camarades à ce moment-là expliqueront qu'il faut encore une fois attendre un peu parce que d'autres fédérations vont peut-être basculer bon, pour caricaturer, parce que c'est pas si simple que ça, il y a eu des départs entre, etc. Mais c'est en gros une bonne partie des camarades qui finalement partiront en 2003 en fait, quoi. Il y en avait qui ont décidé qui ont dit il faut rester jusqu'au prochain congrès, on va réussir à les mettre dehors. Et d'autres, à partir de Paris Sud-Est, Paris Saint-Lazare et Rouen, les trois premiers, on a créé Subon. Voilà, avec l'aide de Thierry Renard, qui était au niveau juridique, au niveau de Solidaire. Voilà. Donc j'ai eu le droit à faire 14 procès gagnants. Ça n'existait pas. Hein? Solidaire qui n'existe Sud PTT. Thierry Renard, c'est un camarade de Sud PTT, ouais, voilà. Membre du secrétariat de l'époque. Les copains ont parlé du fait qu'il y avait quand même une opposition de 30% dans la CFDT. Et mon syndicat, CFDT, PTT de Seine-Maritime, était oppositionnel. Les camarades cheminots, ils l'ont dit, ils étaient oppositionnels. Mais il n'y avait aucun travail entre nous, dans ces années-là, pour construire une opposition. En fait, cette opposition, elle arrivait dans les congrès, alors les congrès
interpro, parfois les congrès régionaux. J'ai participé, moi, pour représenter la CFDT-PTT, un congrès régional interprofessionnel. Bon, sur une motion, on s'est regroupé pour faire des voix. Bon, on a vu qu'on était quand même assez nombreux, mais rien d'autre. Aucun travail à la base, aucun échange. On se vivait chacun dans notre petit groupe. Et ça, c'était quand même... c'était un frein énorme pour construire une vraie opposition. En gros, c'était une opposition de congrès uniquement, quoi. Ce qu'on n'a pas réussi en 1995, à un moment donné, vers la fin du mouvement, on disait le retrait du plan Juppé, des plans Juppé, n'est qu'un préalable à de vraies discussions sur quelle protection sociale on veut et quel service public on veut. Là, on n'a pas réussi à avancer sur ce terrain-là. On peut constater qu'aujourd'hui, on est un peu dans la même situation. On est toujours sur la défensive et rarement à l'offensive pour notre camp. Chez Cheminot, plusieurs choses. D'une part, les anciens que nous et les copains de l'UFCM-CGT avec qui on avait des appointances sont tous en retraite. Donc déjà, ça joue. D'autre part, les restructurations dans l'entreprise SNCF ont été très importantes. Donc les gens sont de plus en plus éparpillés et il n'y a plus de gros centres. Même à Sotteville, il n'y a plus tant de conducteurs qu'il y avait en 1995, donc ça pose problème aussi. Il est toujours prévu, quand il y a des grèves, les copains de Sud poussent souvent à la reconduction. Néanmoins, c'est pas forcément suivi. Bon, c'est de moins en moins suivi. Par contre, ils maintiennent toujours les assemblées générales. L'Assemblée générale, en général, le Sud CGT. Un peu il faut, mais très peu. CFDT absente complètement sur l'agglomération rouennaise. Et voilà, donc il y a beaucoup moins d'auto-organisation parce que ça part moins fort et parce que tous les cheminots sont éclatés dans différentes structures. Il faut savoir que, par exemple, il y a 5 sociétés anonymes maintenant. Avec l'ouverture à la concurrence, à terme, il y aura 50 à 60 filiales au niveau national. Donc, c'est de plus en plus compliqué de souder tout ça. Alors après, il y a encore des bastions comme Quatre-Mars, parce qu'eux, ils sont tous ensemble. Oui, puis il y a aussi le sentiment d'avoir subi défaite sur défaite. Oui, c'est ça. Donc le côté subjectif pèse aussi, quoi. Alors les copains, ils y vont. Il y a quelques victoires, mais partielles. Partielles. On arrive à avoir un poste là, par-ci, par-là, mais juste derrière, il y a une restructuration, et puis ça dure pas, quoi. Non, ce que Jacques dit est vrai, il y a destruction des collectifs de travail, mais aussi la privatisation. Soit filialisation, soit carrément le privé qui arrive. Et là, c'est un autre public qui n'a pas... je pense qu'on avait la notion de service public. C'est une notion qui commence à quand même à être bien édulcorée, quoi, hein. Il n'y a plus d'usagers, il n'y a que des clients. Pour moi, 95, ça a ouvert une période. C'était une énorme grève, même si à la sortie, les grévistes étaient un peu essorés et qu'on n'avait pas l'impression d'avoir vraiment gagné totalement. On avait quand même gagné sur une chose, c'était les retraites des fonctionnaires, parce que c'est une majorité de fonctionnaires qui étaient en grève. Et on a gagné 8 ans, puisqu'en fait, il a fallu attendre 2003 pour qu'ils reviennent à la charge, le gouvernement, l'État, etc. Donc, oui, pour moi, il y avait eu des gains revendicatifs clairs. Après, ça s'est concrétisé par un gouvernement d'une gauche dite plurielle qui a fait beaucoup de mal aux mobilisations, que ce soit à travers des processus de privatisation de France Télécom, par exemple, des suppressions d'emplois, l'instauration des 35 heures, alors que les 35 heures étaient une revendication syndicale qui avait été portée pendant des années et des années. La façon dont la gauche a réussi à mettre ça en place de façon complètement stupide a fait que on ne parle même plus de revendication de réduction du temps de travail. Ça a été pourtant, notamment dans la gauche, que ce soit la CFDT ou dans les syndicats sud, c'était la revendication, la diminution du temps de travail. Et ça a été gâché par ce qui a été fait. Donc, et puis, il y a des associations, que ce soit ATTAC, que ce soit un droit au logement et tout, qui ont pris leur essor au-delà de la grève de 95. Donc il y a eu un vrai
vrai moment historique. Après, il y a eu un grand mouvement quand même en 2003, notamment dans l'éducation, avec des grèves reconductives fortes, mais qui là a été un échec. Et puis ça a pesé, ça a commencé à peser. On a eu une grève plutôt victorieuse sur le CPE en 2006, c'est pas très loin après. Et puis après, on a eu à nouveau 2010 avec une grande mobilisation qui a duré au moins 2 ou 3 mois. Ça a duré longtemps, cette mobilisation contre les lois sur les retraites, mais ça a été un échec en 2010, bien qu'il y ait eu des milliers et des milliers de manifestants. Mais la question d'avoir une grève reconductible massive ne se posait plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des journées d'action, et il y a des secteurs qui ont essayé de remplacer les cheminots quand les cheminots pouvaient plus être l'avant-garde reconductible de la grève. On a eu les pétroliers, une grève où mais c'était une dizaine de raffineries, et on a fait des piquets de grève dans les raffineries pour éviter que le pétrole sorte. Donc c'était quand même à un niveau beaucoup moins important. Et là, on pourrait vraiment parler de grève par procuration, qui n'était pas le cas en 1995. Le privé parlait de procuration. Dans le public, on parlait de grévistes. Et puis après, on a chaque fois, 2017 aussi, contre les lois de travail, on peut dire que le mouvement syndical, le mouvement ouvrier français, il reste encore motivé et mobilisé quand il faut, mais on n'arrive plus à créer les conditions d'un mouvement de grève reconductible qui serait capable de gagner. Et ça, je pense, alors, l'exemple de la Poste, alors, le courrier est en complète déliquescence, les centres de tri ont quasiment presque tous disparu dans la région. Ils ont presque tous fermé. Rouen, alors qu'on nous avait dit que Rouen, qui était trop revendicatif, très fermé, il est toujours ouvert. Mais Évreux a fermé, Caen a fermé, Amiens a fermé. Donc voilà, donc on a perdu notre pouvoir de mobilisation qu'on pouvait avoir avant. Et on ne trouve plus véritablement de secteur ouvrier mobilisable, prêt à se battre longtemps dans des grèves reconductibles et qui pourraient entraîner le reste. Donc il va falloir rechercher une autre forme pour arriver à une grève reconductible massive. Retrouvez nos articles ou abonnez-vous sur unioncommunistelibertaire.org.